Bonjour à tous. L'échec en peinture. La sensation de se réveiller devant un tableau fait la veille et de se dire « c'est nul, j'y arrive pas, je suis désespéré ». Ça occasionne parfois de terribles angoisses, on peut dire le mot. Et je l'ai vu tout au long de ma carrière, avec des dizaines, voire des centaines de personnes. L'échec est souvent, l'échec perçu est souvent une source de perturbation énorme. Quand on est habitué, je m'en amusais un petit peu, puis j'essayais de dédramatiser, mais c'est constant. Sans doute que vous avez tous ressenti ça, et encore maintenant, bien entendu. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer un certain nombre d'astuces et de parler d'un certain nombre de points sur lesquels vous pourrez vous appuyer pour transformer cet échec, l'utiliser comme un véritable moteur, une source d'énergie pour améliorer sans cesse votre pratique et même vous dépasser et atteindre un bon résultat. Alors, qu'est-ce que l'échec en peinture? Déjà, c'est souvent vous-même qui percevez que vous n'avez pas atteint les objectifs que vous vous êtes donnés, tout simplement. Alors, parfois, ces objectifs étaient très ambitieux et donc inaccessibles par rapport à votre niveau technique. Donc, c'est un élément très important. J'ajoute aussi que l'échec peut être perçu différemment selon le niveau que vous avez. Par exemple, si vous êtes peintre professionnel depuis 30 ans, votre sensation d'échec va se situer dans des sphères, dans des franges extrêmement fines que certains peintres débutants considéraient comme un énorme succès. Donc tout est très relatif, hein, toujours bien penser à ça. Donc, notre petit ego artistique malheureux doit apprendre à transformer cette apparence d'échec comme un outil de progression et d'apprentissage. Un premier élément plutôt psychologique par rapport à l'échec, c'est de l'accepter comme un élément normal. Voilà, c'est banal, j'y suis pas arrivé, etc. Voilà. Toute notre vie est comme ça. Nous avons plein de moments où on a des apparences d'échec, des moments un peu neutres, et puis des moments où d'incroyables succès apparents. C'est un jeu, amusons-nous déjà avec ça, jouons avec ça, c'est vraiment pas un souci. Déjà le simple fait de dire, bon, rater c'est normal, bon voilà, j'y arrive pas, vous jouez au tennis de table, vous ne pouvez vous taper la balle et pouf, elle va dans le filet, et pouf, elle va dehors, et puis pas, vous ratez la balle, etc. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Le simple fait de dire ça enlève beaucoup de tension émotionnelle. Très important. Le plus important, c'est d'apprendre à analyser nos erreurs pour en faire, bien sûr, une analyse correcte pour progresser, tout simplement. Et dans ce cas-là, si on accepte ça, il n'y a pas de problème. Vous êtes par rapport à vous-même comme un entraîneur qui va observer les choses, qui dit « Ah, ça, faut plus faire ci, faut plus faire ça, fais attention à ça, place-toi mieux, etc. » Voilà, bon, c'est très bête, hein. Mais quand on fait ça, tout va mieux. L'échec est aussi très relatif. Certaines personnes vont ressentir une énorme impression d'échec alors qu'elles se trouvent à un niveau extrêmement élevé. Par exemple, j'aurais pu prendre un exemple de sport. J'ai vu des sportifs de très haut niveau qui étaient frustrés parce qu'ils ont perdu en demi-finale d'un master international. Voilà. Alors, il va se plaindre de son coup droit qui n'arrive pas à passer. Mais ce coup droit raté pour lui serait un prodigieux coup droit pour un joueur moyen. Donc en fait, cette relativisation hiérarchique est très importante. Il faut faire attention à partir de quoi on parle quand on parle de nos propres échecs artistiques. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a beaucoup de personnes à l'inverse qui n'ont pas conscience de certaines erreurs qui pourraient être considérées comme des échecs et qui sont très fiers de choses complètement réelles. Vous avez déjà vu beaucoup de peintres qui vraiment sont dans un bonheur absolu avec des toiles qui ont des fautes majeures, qui sont assez banales, etc. Donc, mais bon, il faut s'en amuser, il ne faut pas se moquer des gens, mais il faut s'en amuser de cette situation. C'est pour simplement parler du caractère complètement abstrait et non objectif de la perception de l'échec, pour nous tous d'ailleurs. Je voulais dédramatiser ce problème-là. Notez aussi que la sensation d'échec peut varier selon le moment de la journée. Il m'est arrivé des dizaines de fois
le soir d'être très content d'un de mes tableaux. Ah, j'ai réussi, j'ai réglé ce problème-là. Ah ouais, c'est super, super, je suis content de moi, etc. Et le lendemain matin, je me réveille, je dis, mes bras m'en tombent. Vous savez, je suis comme un être de cristal qui gling, 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 qui se fissure et qui tombe comme dans les bandes dessinées. Et voilà, donc ça m'est arrivé des centaines de fois. Et je pense que vous aussi. Alors ça va dépendre du regard que l'on porte. Hein. La veille au soir, j'étais tout content, et puis il y avait un éclairage particulier, etc. Et le lendemain matin, on a une autre mentalité, un autre regard, un autre éclairage, et le tableau, ce qui nous semblait merveilleux, bah bof, bof, voilà, tout simplement. Amusons-nous. Alors que faire lorsque l'on est dans cette situation un petit peu inévitable, on est un petit peu en dessous? Eh bien, un des premiers outils à utiliser, c'est de reprendre les fondamentaux. Par exemple, travailler le dessin d'après nature. Ça, le croquis, ça permet de se doter, d'ajouter, de fortifier des éléments qui vont nous être très utiles, techniquement, qui vont donc assouplir la main, etc. Donc simplement, travail d'après nature. Réflexion sur les couleurs, réflexion sur la composition. Un travail de base presque scolaire est très rafraîchissant à cette étape. Plutôt que de rester sur l'émotion qui est forte de l'échec apparent, eh bien, on construit quelque chose de positif à côté, qu'on sait qu'il nous sera très utile. Exemple, si vous êtes sportif, bah, faites du footing, faites un peu de musculation, d'assouplissement, voilà, des fondamentaux. Et ça vous permet de quitter, d'abord laisser s'éteindre l'émotion négative de cette perception d'échec. Premièrement. Et donc, l'outil, c'est ça, c'est d'aller à côté pour travailler les fondamentaux, le croquis, voilà, l'observation, tous les éléments. C'est le moment d'aller ranger son matériel, de se préparer, de préparer des toiles, des choses comme ça. Refaire des choses de base qui nous ramènent les pieds sur terre. On n'est plus dans l'interprétation de ce qu'on peut faire, mais on est dans le concret, dur, pur et dur, la matérialité du dessin, de la peinture. Alors maintenant, il y a un aspect important, souvent dans les échecs apparents, il y a une mauvaise préparation du tableau. Souvent, et moi ça m'arrivait tout le temps, ça m'arrive encore, le tableau, je suis parti dans une voie et puis bof, bof, c'était pas assez préparé. Alors, il faut pas tout préparer non plus, parce que si on calcule trop et que le tableau n'est plus que l'exécution d'un plan préprogrammé comme un architecte qui fait construire par les murs d'un immeuble, par exemple, on quitte le domaine vraiment artistique. Il y a toujours un moment où on va être obligé d'improviser, donc le risque de se casser les dents sur le projet en cours, hein, d'accord? Mais malgré tout, si la préparation est insuffisante, eh bien, il y a une source augmentée considérablement de se planter. C'est évident. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'appelle les croquis préparatoires. Moi, j'en parle depuis tellement longtemps. Mais donc, revenir aux croquis préparatoires. Faire des séries de croquis préparatoires permet de préparer 5, 10, 15, 20, tant que vous voulez, de tableaux, de placer en ordre des idées, les futures idées, de réfléchir et de créer de manière positive un univers créatif, mais qui ne vous engage pas. Une toile, ça va être 15 jours de travail peut-être. Donc, quand vous êtes engagé et que vous plantez, c'est démoralisant. Par contre, sur un petit crowbar de 10 sur 15, vous mettez la composition, l'idée, vous mettez quelques éléments supplémentaires, vous allez réfléchir à des détails, vous allez mettre en annotation les couleurs que vous voulez mettre, les rapports de valeur, un petit texte poétique pour illustrer ce que vous allez faire. Eh bien, en faisant comme ça, vous êtes positif par rapport à votre propre créativité et vous oubliez les erreurs, les échecs qui vous avaient perturbé avant. Donc vous voyez, il y a déjà deux outils très importants. Et donc, tant que vous n'avez pas nettoyé cette angoisse de l'échec, eh bien vous faites vos croquis préparatoires. Ça vous sera très précieux parce que donc, ces sujets, même ratés, vont s'accumuler dans des carnets de dessin et vous pourrez les voir dans 15 jours, un mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Il m'est déjà arrivé de faire des tableaux à partir des croquis préparatoires 10 ans après. Parce que j'avais une idée que j'avais zappée, je l'ai complétée 10 ans après, et j'ai dit « Ah ouais, ça peut être bien, mais je vais ajouter ça. » Ou « Je vais enlever ça, etc. » D'accord? C'est donc une manière de créer un univers créatif qui ne vous engage pas dans la matérialité, qui n'est fait que pour vous, qui rassemble tout ce que vous pouvez
imaginer et sentir de mieux. Et ça, c'est extrêmement rafraîchissant. Donc, quand vous êtes coincé sur vos toiles, sur vos pastels, sur vos aquarelles ou toutes les techniques, eh bien, faites ça, vous allez voir, c'est très positif. Vous accumulez du positif créatif. Ça, c'est une manière pour les exercices, pour améliorer ces techniques, un peu comme le footing, etc. Ça fait déjà deux outils très, très, très importants qui sont un petit peu périphériques et presque comme des bulles, mais qui vont être la matrice de vos futurs tableaux. Donc, faites ça, ces moments-là. Voilà, comme je disais, en plus de la gestion du matériel, voilà, c'est le moment où vous pouvez... surtout, il ne faut pas rester focalisé sur la source de votre angoisse d'échec. C'est peut-être aussi le moment pour relativiser l'événement d'impression d'échec que vous avez pu avoir dans votre tableau récent ou plusieurs tableaux ou à la suite d'une expo, vous vous rendez compte que le public ne vous a pas suivi. Eh bien, c'est de faire une réflexion sur votre propre parcours. C'est-à-dire vous regardez tout ce que vous avez fait depuis le début. Alors souvent, ce que je vous invite pour faire ça, n'oubliez pas de prendre des photos. Et vous mettez un diaporama géant ou alors un fichier avec toutes les photos mises de manière chronologique entre les premières, ou mettons celles que vous avez faites il y a 5, 10 ans, et jusqu'à celles de maintenant. Ça vous permet de voir le parcours d'un seul coup d'œil de tout ce que vous avez fait. Ça relativise l'échec que vous pouvez ressentir à un moment précis, parce que vous allez voir dans tout ça, bien sûr, des échecs, mais aussi beaucoup de réussites. Vous allez voir des progressions, vous allez mieux sentir consciemment ou inconsciemment le chemin que vous avez envie de poursuivre. Et dans ce panorama géant de toute votre pratique sur 5, 10 ans ou plus, il y en a, comme moi, c'est 60, quasiment, oh oui, plus de 60, eh bien, ça vous donne un regard panoramique et ça relativise votre pratique artistique presque dans une logique de destinée artistique. Et ça, c'est un peu magique, c'est fantastique. Et ça relativise, ça nous met dans une situation presque d'humilité. On se dit, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe dans cette envie que j'ai toujours eue de peindre, dans tous ces tableaux, dans toutes ces erreurs, dans tout ce travail. Il y a une dignité aussi dans le fait de rebondir quand il y a eu un échec. Donc on se dit, à travers ce panorama de notre propre parcours, on prend conscience que quelque chose nous dépasse, qui a l'action à l'intérieur de notre propre conscience. Et ça, c'est fantastique. Et donc, c'est aussi un moyen de relativiser cet échec et voire même de le placer comme un des ingrédients de notre parcours, comme il y en a des dizaines d'autres auparavant. Et c'est ça qui est marrant, parce que quand on se dit « Ah tiens, ouais, là j'ai ressenti un échec. Ah bah ouais, là je me suis... Qu'est-ce que j'étais mal quand j'ai fait ce tableau? Et puis finalement je m'en suis sorti, etc. » Vous voyez? Ça c'est très important. Donc le panorama de votre propre parcours global, votre biographie artistique. Alors là il y a aussi un outil fantastique pour rompre avec cette impression d'échec. Et c'est un truc que je fais très souvent. C'est la méthode Kaizen, c'est-à-dire toujours améliorer, toujours tendre vers, vous savez, je dis souvent tendre vers, améliorer, améliorer. Et alors dans ces moments, je reprends des anciens tableaux et je leur redonne, je retravaille là des fois 1%, des fois 10%, des fois plus, mais en retravaillant des anciens tableaux, en essayant de les améliorer, je ressens une espèce de libération, un peu comme prendre une douche après avoir fait du sport. C'est une manière extrêmement habile d'abord de redonner, monter d'un cran la qualité de vos anciens tableaux, et ça vous donne comme message que tout est traitable. Même si je suis en ce moment bloqué par un truc, peut-être je vais trouver une solution rapidement. Et donc la méthode Kaizen, c'est une manière au jour le jour, en tâtonnant, d'améliorer ceci, d'améliorer cela. Des fois, alors bien sûr, cette amélioration doit être conçue comme une espèce de petit clin d'œil. Voilà, là, je voudrais bien plus jaune. Ah là, je voudrais... Ah ça, faut que j'enlève. Ah, cette tâche-là est trop forte. Ah là, je vais ajouter un petit truc, etc. Et vous faites... Moi, quand je fais ça, je fais de mes tableaux, les dents, comme je les amène, comme je dis, chez le dentiste. C'est un quart d'heure par-ci, une demi-heure par-là, etc. sur tel ou tel tableau. Et des fois, j'en travaille 10 d'affilée, comme ça. D'accord? Méthode Kaizen, très très précieuse
pour justement se dire on peut toujours tendre vers l'impeccabilité, le meilleur. Voilà, ça c'est très... Et ça, au niveau psychologique, ça élimine complètement la sensation d'échec parce que ça relativise tout de manière concrète. Encore une autre méthode complémentaire de celle que je viens de dire auparavant pour y arriver. Alors, il y a aussi un autre truc qui me semble extrêmement important, c'est de développer un certain humour par rapport à soi-même. Alors l'humour, en fait, c'est une manière d'être amical avec soi-même. Il y a deux sortes d'humour. Il y a l'humour sarcastique, qui peut faire rire, mais qui a une certaine négativité, qui peut même créer des modes de représentation de soi-même qui sont très négatives et qui vont s'ancrer définitivement. Par exemple, si vous dites ouais, je suis nul comme d'habitude, vous allez donner une injonction à votre cerveau va dire, ah bah ouais, tiens, ouais, je suis nul comme d'habitude, ouais, je rate tout le temps, je suis toujours nul, ma vie est un échec. Si vous commencez comme ça, vous êtes tranquille. Hein. Votre cerveau, il va dire, ah bon, bah d'accord, c'est l'injonction, il va appliquer. À l'inverse, si vous vous amusez de vous-même, mais vous dites, bon, ouais, là, je me suis planté, mais bon, je vais faire mieux. Et vous rigolez de vous-même, vous dites, bah ouais, tu te croyais Léonard de Vinci. Bon, je dis des trucs gentils, mais... Et puis, en fait, non, t'es pas Léonard de Vinci. Ah, tu te croyais ceci. Et puis, vous imaginez en peintre à la place de Zeus, avec votre pinceau, et vous vous moquez de vous. Vous voyez, des choses comme ça, bon, amusez-vous. Voilà, c'est open bar. Mais c'est très important de s'amuser gentiment, pas de sarcasme. Parce que le sarcasme détruit, c'est bien sûr beaucoup des éléments que j'ai évoqués pour la peinture s'appliquent à presque tout, on est d'accord. Hein. En fait, parlez-vous comme si vous étiez un ami qui vous parlait. Vous voyez, très important de détendre, de laisser. Vous avez vu les exercices que j'ai proposés avant, les astuces ont pour but de nous détourner de cette focalisation. Il ne faut pas s'accrocher à cette négativité parce qu'elle a tendance à être volatile si on la laisse tranquille. Par contre, elle va se durcir, se matérialiser si vous êtes focalisé dessus, tout simplement. Alors, j'en ai dit un petit mot, mais une autre astuce très très importante, c'est les injonctions positives. Soyez extrêmement positif. Par exemple, quand vous avez raté un truc, vous ne dites pas « je suis nul », mais vous dites « je vais résoudre le problème, je vais trouver une solution ». Si je ne la trouve pas tout de suite, je la trouverai un peu plus tard. Si je n'arrive pas à la trouver tout seul, j'en parlerai à des amis. Hein, c'est le 50% ou appel à un ami. Mais en fait, tout simplement, c'est une manière astucieuse de dire à votre cerveau, de donner à votre cerveau un programme, et lui, il se met en route. Vous savez, on est incroyablement intelligent, je le dis tout le temps. L'état naturel de l'être humain, c'est d'être intelligent. Quand on est stupide, c'est parce qu'on a fabriqué plein de choses de stupidité, justement, un peu dans la logique de l'échec cumulé, etc. Donc, faisons appel à l'intelligence de notre cerveau, et quand on lui dit « trouve une solution pour ça », eh ben, voilà, vous lui donnez l'injonction, et lui, il travaille d'une manière en cache, comme on dit en ordinateur, et à un moment donné, mais c'est bien sûr, vous trouverez des solutions. Donc, il faut absolument toujours avoir une attitude positive face à un problème et un obstacle. Dire, bon, là je me suis planté, mais c'est pas grave, parce que je vais régler le problème de cette manière, avec ci, avec ça, avec telle couleur, avec telle... Bon, là il faut que je fasse attention, je vais prendre du temps, je vais me donner 3 jours, je vais parler à un ami, etc. Je vais faire ci, je vais faire ça, et puis laissez mouliner, et vous verrez que vous aurez des solutions. Souvent, il y a un truc qui n'est pas bête, c'est de le faire avant de se coucher. Par exemple, de donner une injonction positive. Ah, demain, il faut que je trouve une solution pour ça. S'il te plaît, bosse pendant que je dors. Voilà, tout simplement. C'est des trucs très très efficaces. Alors, là, ça ne concerne le dernier point. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Voilà. C'est pour ça que j'en parle, et je le conseille pour d'autres personnes qui sont dans le même objectif. Pour moi, la peinture est une philosophie par l'image. C'est une manière d'interroger la réalité, le monde, soi-même, nous mettre en connexion avec les autres. Tous les éléments de la vie sont plutôt dans une logique de qualité, dans un mouvement équilibré, alors que la quantité nous amène vers une espèce d'accumulation mortifère. Et c'était très opposé. Votre maison à vous, c'est
le sujet, les couleurs, les lignes, etc. Vous devez, à l'intérieur de votre espace, créer un équilibre. Et quelque part, ça nous oblige à une sorte de réflexion sur le trop, le pas assez, sur le sens que ça peut prendre. C'est-à-dire qu'on sort simplement de la philosophie de l'image, qu'est la peinture, la spiritualité par l'image et la philosophie par l'image, qu'est la peinture, pour en tirer quelques éléments qui sont plutôt de nature mentale, pour donner des concepts sur lesquels on peut se dire « tiens, ça peut m'être utile pour la totalité de ma vie ». Et donc, j'aime bien faire ça, parce que quand il y a un échec en peinture, par exemple, eh bien, c'est un outil très intéressant pour justement réfléchir sur le sens de l'échec, la réussite, le rapport social, le rapport... je sais pas, par exemple, il y a 30 ans, quand j'étais peintre vraiment professionnel, je suis un peu retraité maintenant, mais je peins toujours beaucoup, mais eh bien, quand j'étais peintre, il fallait que je produise, c'était compliqué de produire des dizaines de tableaux dans un temps limité, et puis que ce soit absolument fini, comme je le fais absolument maintenant. D'accord? Donc, ça obligeait à des tensions, à des risques de déviation, etc. Eh bien, c'est une source de réflexion que j'avais souvent avec des amis, tout simplement. Voilà. En fait, la réflexion philosophique peut être un bon complément pour donner du sens à votre pratique artistique, avec ou sans échec. En somme, l'échec apparent en peinture peut devenir un véritable moteur de progression, à condition de l'aborder avec la bonne mentalité. J'espère que ces suggestions vous inspireront et vous aideront à transformer vos frustrations en occasion d'apprendre et de grandir. Voilà ce que j'ai écrit. Eh bien, merci sur cette conclusion, merci de m'avoir écouté. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer, à vous abonner, etc. Voilà, c'était un sujet qui pour moi était extrêmement important, car je crois que ces perturbations liées à l'échec sont tellement considérables qu'elles empêchent certaines personnes de progresser. Voilà, tout simplement. Et moi-même, j'ai quelque part fait ma mini-biographie par rapport à l'échec dans cette petite vidéo. Voilà, alors la prochaine vidéo que je vais faire, c'est, je vais reprendre plein de mes tableaux, et je vais décrire tous mes échecs et comment j'ai résolu certains problèmes, et puis parfois même comment je suis toujours face à des échecs, face à certains tableaux, et je vais vous montrer ça de manière un peu amusée. Vous voyez, m'amuserai de moi-même. À bientôt.